Bonjour tout le monde. Sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Vous avez une journée chargée, j'en suis sûr. On va essayer de prendre 30 minutes de votre temps ce matin pour vous parler un peu de ce qu'on a découvert dans le volet finances personnelles de l'étude jeunesse. L'étude jeunesse qui a été débutée par Philippe de notre équipe. Salut Philippe. Il y a 3 ans maintenant, c'est la 3e édition. C'est, de ce qu'on connaît, en tout cas, la plus vaste enquête réalisée auprès de la génération Y et la génération Z au Canada. C'est une enquête, quand on regarde au niveau méthodologique, c'est quand même 3000 répondants à travers le Canada qui sont issus de ces deux générations-là. Il y a donc 2000 milléniaux à travers le pays qui sont sondés. Il y a aussi 1000 représentants de la génération Z qui font partie de l'enquête aussi. C'est une cinquantaine de questions et de sous-questions sur différents aspects de leur vie. On sonde autant leurs états d'âme que, on va le voir tout à l'heure, leurs finances. Donc, une vaste étude qui tente de faire le point sur comment est-ce que les jeunes vivent, s'organisent et trouvent le bonheur aujourd'hui au Canada. Et cette année, bien, particulièrement dans un contexte de pandémie que l'on connaît tous, comment est-ce que ces deux générations-là de jeunes Québécois et Canadiens s'y retrouvent dans un contexte qui est tout à fait inhabituel. Je vais demander à Philippe de vous présenter un certain nombre de caractéristiques sur ces deux générations-là et ensuite vous présenter un peu comment ils vivent cette période de turbulence. Philippe? Donc, bonjour tout le monde. Voici, Christian a si bien résumé le contenu de l'étude jeunesse. Essentiellement, nous, ce qu'on tente de faire, c'est de répondre à la question suivante. Être jeune en 2020, ça veut dire quoi? C'est essentiellement ça qu'on se pose comme question. D'abord, je sais que certaines personnes étaient là à la première conférence il y a une semaine. Je vais quand même montrer les observations générationnelles, les 4 observations générationnelles que nous avions dit, en lien avec le niveau économique, les finances personnelles. La première observation, puis phénomène générationnel qu'il faut savoir quand on analyse les générations, c'est que les écarts de génération grandissent de plus en plus. Le fossé entre les comportements, les valeurs, les habitudes d'achat également, la manière dont ils conçoivent leurs finances personnelles, s'agrandissent entre les générations, entre un millénial de 25 ans ou un baby boomer de 65 ans. Les différences sont de plus en plus profondes si on compare aux différences entre les anciennes générations auparavant. C'est ce qui nous fait dire en sondage que l'âge devient plus significatif que les autres caractéristiques socio-économiques, le genre, le revenu, la région, le travail. L'âge est souvent plus révélateur sur les comportements que les autres caractéristiques socio-économiques qu'on fait face. L'âge devient également le principal facteur de différenciation. Si on regarde un jeune Canadien, par exemple, avoir plus en commun avec un jeune Américain ou un jeune Canadien qu'un jeune qu'un baby boomer, le Québécois de 65 ans, encore une fois. Nous, on a également sondé dans le sondage que Christian disait, c'est dans tout le Canada. Qu'est-ce qu'on observe année après année? C'est que les différences régionales, ils existent peu quand on fait face aux différences générationnelles. Et la même chose aux États-Unis, on a sondé, on a un petit panel aux États-Unis, on a posé quelques questions du sondage pour savoir s'il y avait des comportements vraiment différents. Et la réponse était la même. Les comportements entre un jeune de 25 ans, américain, canadien, québécois, sont essentiellement les mêmes, tout comme les habitudes d'achat, tout comme les valeurs, tout comme les comportements. La deuxième différence, observation générationnelle, c'est que les générations se raccourcissent de plus en plus. Quand on regarde la génération du baby boom, c'était entre 1945 et 1964, ça dure 19 ans. La génération X, entre 1965 et 1980, dure 15 ans. Et les deux générations qu'on a sondées, nous autres, ça dure environ 14 ans. Et quand on regarde les différences au sein même d'une génération, les générations se raccourcissent de plus en plus. Si auparavant, la génération X, la génération du baby boom, avait essentiellement les mêmes comportements dans une tranche de 10 ou 15 ans, la génération des milléniaux, la génération Z, a des différences significatives à l'intérieur de 4-5 ans. Donc, c'est-à-dire que les mêmes comportements risquent d'être observés au sein de micro-générations. Donc, les générations se morcellent de plus en plus. C'est la troisième observation générationnelle qu'on fait chez les G. Donc, voilà, les générations se morcellent de plus en plus. Le parcours est de moins en moins linéaire. Ce qui veut dire essentiellement, c'est qu'un jeune, bien souvent, va aller à l'école, va partir de l'école, va entrer sur le marché du travail, va changer d'emploi ou va retourner à l'école. Donc, les parcours sont de moins en moins linéaires. Niveau financier, ça se traduit également par deux choses. Essentiellement, c'est-à-dire que des fois, un jeune
va être dans un milieu aisé, va faire de l'argent sur son entrée du marché du travail, mais après, ça se peut qu'il revienne dans une précarité financière quand il va retourner aux études, par exemple, et qu'il revienne dans une période un peu plus aisée. C'est quelque chose qu'on observe en sondage, des fluctuations de la richesse chez les jeunes générations. Deuxième chose, la rétention de la main-d'œuvre au sein d'une entreprise. Une entreprise, par exemple, n'a plus la même pour garder ses employés, il ne fait plus concurrence avec ses compétiteurs, mais aussi envers d'autres secteurs d'emploi et envers l'école aussi, l'université, les nouvelles certifications, que ce soit les certificats à l'université. Donc, la concurrence vient de partout pour une entreprise qui veut garder sa main-d'œuvre. Autre chose, on voit, c'est une génération plus morcelée, la conséquence de ça, c'est aussi une génération de plus en plus diversifiée. Quand on regarde la proportion de personnes entre 15 et 34 ans qui appartiennent à une minorité visible, en 1996, c'était 13 %. En 2020, ça a augmenté à 27 %. C'est essentiellement le même phénomène quand on regarde la proportion de personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+, entre 15 et 34 ans. C'est passé de 4 % en 1996 à 10 % en 2018. Donc, c'est vraiment des identités de genre qui se multiplient, des identités culturelles qui se multiplient. Et pour nous, en sondage, c'est de plus en plus difficile de définir ou de brosser le portrait d'un jeune moyen, car le jeune moyen n'existe plus. Il est fragmenté en travers différentes poches de la société. Et c'est le même phénomène quand on regarde la langue maternelle. Environ 15 % en 2020, c'est essentiellement le même phénomène. On arrive aux observations économiques de notre sondage. La première observation, elle n'est pas étrangère au phénomène, aux tendances qu'on a vécues en 2020. Essentiellement, l'année 2020 a été une année extrêmement éprouvante dans la vie des jeunes individus, probablement l'année la plus difficile au niveau financier qu'ils auront connue dans les 20 ou 30 prochaines années. Chez les gens, on faisait chaque semaine un sondage et au plus haut de la crise, depuis mars, et au plus haut de la crise, les jeunes entre 18 et 34 ans, 61 % d'entre eux ont dit qu'ils ont connu des pertes de revenus. Donc, 6 jeunes sur 10 disent avoir connu des pertes de revenus au plus haut du choc économique. Et dans le sondage, on demandait également, est-ce que vous avez connu des difficultés financières au courant de la dernière année? C'est 40 % des jeunes qui disent avoir vécu des difficultés financières. Et c'est surtout pas la même clientèle que d'habitude, ou les gens qui sont plus en précarité financière que d'habitude. Souvent, quand on pose cette question-là, on l'a posée dans les dernières années, c'est souvent les étudiants qui vont dire qu'ils ont connu des difficultés financières ou des gens qui ont des revenus extrêmement faibles. Maintenant, c'est essentiellement toutes les tranches de revenus, essentiellement toutes les tranches de la population, que ce soit des travailleurs, que ce soit des gens qui sont aux études également, qui ont vécu des difficultés financières. Donc, la précarité économique, c'est un peu emparé de toutes les tranches de la population chez les jeunes générations. 60 % des jeunes identifient la COVID comme cause principale. C'est tout un choc économique que les jeunes ont vécu. Des chiffres comme ça, c'est des chiffres qu'on n'a jamais vus chez les jeunes. Quand je parlais que les premiers au front économique de la COVID-19, c'est essentiellement les jeunes. Pourquoi? Parce que les secteurs les plus touchés, ce sont des secteurs qui emploient énormément de jeunes. La culture, l'hôtellerie, la restauration, c'est essentiellement la jeune main-d'œuvre qui travaille dans ces secteurs-là. Le nombre de pertes d'emplois selon Statistique Canada, qui sont des emplois qui appartiennent auxquels les jeunes de 15 à 24 ans travaillent, c'est 25 % des pertes d'emplois actuellement qui appartiennent à ce groupe de tranches-là. Vous allez me dire que c'est beaucoup des emplois d'été. Effectivement, c'est beaucoup des emplois d'été, des emplois un peu plus précaires, mais c'est aussi pour les jeunes, et on le verra plus tard, Christian va en parler plus tard, mais c'est aussi également des emplois qui sont des premiers emplois. Donc, l'entrée sur le marché du travail connaît un délai actuellement chez la génération Z. Le taux de chômage, au plus haut de la crise, de 10,3 % à 29,4 %, mais c'est toute une crise économique, tout un choc économique, même plus gros que celui de la crise de 2008, essentiellement pour les plus vieux jeunes, disons, entre 25 et 34 ans. C'est un deuxième choc économique après 2008. Ils ont connu une instabilité après la crise de 2008 et ils revivent un peu la même tendance que la crise de 2008. Et au-delà des pertes d'emploi, c'est vraiment une année difficile pour les jeunes. Et quand on regarde la conjoncture, oui, c'est une conjoncture inquiétante, mais plus profondément que ça, on voit que l'année 2021, pour les jeunes, ils sont assez pessimistes que la crise économique va se résorber, que leur finance personnelle va se résorber. Quand on regarde les statistiques, c'est 56 % qui ne croient pas que la situation économique canadienne va s'améliorer dans la prochaine année. On est au plus bas de la crise. Donc, c'est extrêmement préoccupant qu'au niveau collectif, les jeunes ne pensent pas que l'économie canadienne va aller mieux dans la prochaine année. Et quand on regarde au niveau individuel, est-ce que vous pensez que vos finances personnelles individuelles vont se portera mieux dans la prochaine année? C'est 56 % qui ne croient pas. Donc, on a une jeunesse qui a perdu
beaucoup d'argent, qui a subi des pertes de revenus, qui a eu des difficultés financières et qui ne croit pas que la prochaine année va aller mieux, autant au niveau collectif qu'au niveau individuel. Habituellement, quand on sonde les générations, les jeunes générations, quand on regarde dans les dernières années, quand on regarde les 20-30 dernières années, essentiellement, les jeunes ont souvent tendance à croire que le futur leur appartient, que le futur va bien aller, que leur finance personnelle va connaître une tangente croissante dans la prochaine année. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est nouveau, c'est un phénomène nouveau. Et également, c'est un peu la même tendance qu'on observe en termes de génération. Quand on pose la question, est-ce que vous pensez que votre génération est avantagée par rapport aux autres? Habituellement, les jeunes vont dire, oui, ma génération va être avantagée, je vais pouvoir revivre dans le luxe auquel mes parents m'ont élevé tout au long de ma vie. On observe que 61% des jeunes estiment que leur génération n'est pas avantagée. C'est des chiffres qui sont beaucoup plus élevés que quand on regarde les mêmes questions pour les générations précédentes. Également, on a voulu savoir, ici, on a compris que les jeunes avaient eu des problèmes économiques au cours de la dernière année, et donc on a voulu savoir, est-ce qu'ils ont demandé de l'aide, que ce soit à des institutions financières, à des amis, à une conjointe ou à une conjointe, à leurs parents, et les résultats sont assez forts. Là. Quand on regarde le loyer mensuel, par exemple, si on leur demande, est-ce que vous avez besoin d'une aide extérieure pour payer, par exemple, le loyer mensuel, un voyage, l'hypothèque, au courant des 2 dernières années, le loyer mensuel, c'est 24 %. Donc, un jeune sur 4 a eu de la misère à payer la facture essentielle du loyer. Ils ont eu besoin d'une aide externe. L'hypothèque, c'est 15 %, essentiellement parce que les gens qui ont une hypothèque souvent sont un peu plus âgés, souvent en haut de 30 ans, donc ils ont souvent moins besoin d'aide. L'automobile, un jeune sur 4 également. Les factures essentielles, l'électricité, l'Internet, c'est 21 %. Les produits de consommation, ça touche souvent les plus jeunes. Des produits de consommation tels que des appareils électroniques, c'est 28 %, et les voyages, 21 %. Ça, on parle effectivement d'avant 2020. On sait que les voyages ont été annulés dans la dernière année, mais on voit un peu le portrait que les jeunes, dans la dernière année, ont eu besoin d'aide. Et donc, on a voulu savoir quels étaient leurs conseillers ou leurs piliers financiers. Les résultats sont assez fascinants parce qu'on s'en doutait un peu, mais on parlait beaucoup dans les dernières années de l'État-providence, mais c'est essentiellement la famille-providence qui fait un retour. On a beaucoup parlé de l'éclatement de la famille, que la famille prenait de moins en moins d'importance. Mais qu'est-ce qu'on observe, c'est que pour garder leur statut social, pour ne pas descendre en termes d'échelle sociale, les jeunes ont besoin de leur famille pour payer ou les aider à des factures essentielles telles que le loyer, l'électricité, mais également leur conseiller financier premier, c'est leurs parents. Donc, on parle vraiment d'un retour de la famille. Ils estiment également que 67 % 2 jeunes sur 3 estiment que leurs parents sont là pour eux s'ils ont besoin d'argent. Cette statistique-là est probablement plus révélatrice que la première ou que les autres d'avant parce que s'ils disent que leurs parents ont été là pour eux, ils seraient là pour eux éventuellement s'ils avaient besoin d'aide financière, c'est souvent parce qu'ils ont eu besoin de leurs parents. Et 41 % croient qu'ils n'ont pas les connaissances financières pour prendre des décisions. Vous allez le voir, là, la littératie financière des jeunes, ils conçoivent qu'ils n'ont pas des grandes connaissances financières, qu'ils ont besoin d'aide et essentiellement, leur aide, leur support, ça vient de leurs parents. Leurs parents deviennent tranquillement leurs conseillers et leurs piliers financiers. Ce qui est intéressant, puis ce que Philippe vient de mentionner, puis je retournerai juste parce que c'est important ce que tu mentionnes aussi. Autrement dit, une institution financière en ce moment est en compétition contre maman et papa au niveau de savoir qui est le conseiller financier réel d'une jeune personne en ce moment. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde au niveau, par exemple, des trentenaires, si on découpe nos générations en trois, c'est-à-dire entre ceux qui sont avant la vingtaine, ceux dans la vingtaine et dans la trentaine, il y a seulement 15 % des trentenaires en ce moment au Canada, et le chiffre est le même pour le Québec, chez les trentenaires qui ont un conseiller financier. Essentiellement, même dans la trentaine, on appelle papa ou maman pour avoir des conseils financiers avant d'appeler son institution financière. Ce qui est encore plus important, tu le mentionnais aussi, Philippe, c'est tout le courant qu'on dit à la blague que beaucoup de milléniaux et de gens de la génération Z vont probablement recevoir une partie de leur héritage alors que leurs parents sont vivants. C'est-à-dire une espèce de transfert financier entre générations parce que contrairement à moi quand j'avais 20 ans ou quand ton père ou ta mère avait 20 ans, Philippe, les biens essentiels que sont le logement, que sont souvent l'automobile dans bien des cas, coûtent beaucoup plus cher en dollars constants que c'était le cas il y a une trentaine d'années.
Donc, ce transfert générationnel-là qui se fait au niveau financier est un phénomène réel. Aussi, le 41% qui estime ne pas avoir les connaissances financières suffisantes pour prendre les bonnes décisions. Mais encore là, ça révèle jusqu'à quel point il y a un rôle à jouer pour les institutions financières auprès de ces jeunes-là, puis aller combler cet écart-là ou ce vide-là en termes de connaissances financières. Bon, les institutions financières, là-dedans, ben, c'est comme si vous existiez peu dans la vie des jeunes. 25% seulement affirment déjà avoir discuté avec quelqu'un dans une institution financière. Pas avoir fait une transaction ou quoi que ce soit, mais d'avoir eu une discussion avec quelqu'un dans une institution financière. 10% seulement ont un conseiller économique principal ou un conseiller financier. Ça monte seulement à 15% chez les trentenaires qui pourtant ont prêt automobile, beaucoup maintenant ont une hypothèque, commencent à avoir des placements parce qu'ils essaient d'épargner, même si ce n'est pas facile pour eux, mais ils n'ont personne pour les conseiller. Je suis certain que vous êtes beaucoup plus compétents que leurs parents pour les conseiller au niveau de leurs finances personnelles, puis d'avoir un peu la distance nécessaire pour leur prodiguer les bons conseils. Et maintenant, il s'agit aux institutions d'aller prendre ce rôle-là et d'inviter ces jeunes-là, justement, à faire affaire avec vous. 20% aussi des 20 à 39 ans, si on exclut nos adolescents de l'équation, ont l'intention de faire un emprunt majeur au cours de la prochaine année. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce qu'ils ont la bonne stratégie? Est-ce que leurs objectifs financiers sont les bons? Est-ce que leur capacité financière leur permet de faire l'emprunt qu'ils souhaitent? C'est vous qui pouvez répondre à ces questions-là pour eux parce qu'eux-mêmes, possiblement, n'ont pas les outils nécessaires pour prendre la bonne décision. Quand on leur pose une série de questions, puis dans le rapport final, là, qui est beaucoup plus détaillé que ce qu'on vous présente ce matin, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils n'ont pas vraiment d'attachement auprès de leur institution financière, ce qui est un peu différent des générations précédentes, où dès l'adolescence, on signait pratiquement de notre sang l'allégeance à notre institution financière. C'est moins le cas aujourd'hui chez les jeunes. Donc, il faut encore aller solidifier cette relation-là avec les jeunes générations aussi. Ils ne sont donc pas vraiment des ambassadeurs de votre marque. Pour eux autres, une banque, ça se magasine comme un produit de consommation, ce qui n'est pas nécessairement pourtant le rôle qu'une institution financière joue dans la vie des gens. Donc, vous n'êtes pas leur principal conseiller financier en ce moment. Et il y a seulement une mince proportion d'entre eux qui souhaitent changer d'institution financière. Ce n'est pas toujours facile de changer d'institution financière, vous le savez. Donc, autrement dit, on est des gens qui peut-être se sentent un peu captifs. Il y a quand même 12% qui pourraient changer d'institution financière. C'est quand même loin d'être négligeable. Mais quand même, ils attendent donc, où il y a une espèce de, ce que j'appellerais une espèce de vide en ce moment entre le rôle que vous pouvez jouer dans leur vie et ce qu'eux perçoivent comme étant la place de leur institution financière dans leur quotidien. On leur a demandé ensuite un ensemble de considérations. On leur a demandé, est-ce que vous payez trop ou non? Est-ce que c'est raisonnable ce que vous payez pour les éléments suivants? Là où les jeunes ont l'impression qu'ils payent beaucoup trop, c'est pour leurs assurances. C'est notamment vrai pour les plus jeunes, surtout les plus jeunes hommes, parce que souvent la première assurance automobile, quand tu es un jeune homme, on connaît bien le système au niveau de l'assurance automobile, c'est eux qui se trouvent particulièrement lésés au niveau de ce qu'ils payent en assurance. Mais encore une fois, on paye trop cher pour ses assurances, on paye trop cher pour son forfait cellulaire, on paye trop cher pour le Wi-Fi à la maison, on paye trop cher pour ses repas au restaurant. Puis je me souviens toujours d'une étude qu'on avait réalisée il y a 3 ans, Philippe, où 85% des jeunes nous disaient qu'ils mangeaient dans les restaurants dont ils n'avaient pas les moyens. Donc, ça fait partie un peu de l'équation. Là où le ratio est un peu meilleur, c'est pour l'hypothèque. C'est-à-dire qu'il y a plus de jeunes qui trouvent que ce qu'ils payent pour leur hypothèque est convenable en ce moment donné, à ce moment-ci, comparativement à ceux qui estiment payer trop cher. Mais il y a quand même 41% des jeunes propriétaires en ce moment qui trouvent qu'ils payent trop cher pour leur hypothèque à tous les mois. Le ratio n'est pas si mal pour la voiture, pour ceux qui en ont une. Au niveau des vêtements, on trouve que ce qu'on paye est relativement convenable. Puis encore une fois, les vêtements, c'est une des seules choses qui coûtent moins cher que quand leurs parents étaient dans la vingtaine aussi. Et pour les frais bancaires, pour l'instant, ça va. Il y a quand même près de 4 jeunes sur 10 qui trouvent que leurs frais bancaires sont trop élevés. Mais ce n'est pas là où c'est le pire. Donc, en ce moment, leur perception de ce qu'ils payent pour avoir certains services financiers, une hypothèque, un prêt pour leur voiture ou leurs frais bancaires,
C'est pas nécessairement là que ça fait le plus mal en ce moment dans leur relation avec l'institution financière. C'est tout simplement la place qu'on occupe dans leur vie. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, même si c'est pas directement relié à leur relation avec leur institution financière, c'est toute la place que prend l'éthique dans la vie des jeunes consommateurs. Moi, je le dis souvent, c'est peut-être pas la meilleure expression, mais ils vont voter avec leur carte de crédit ou avec leur carte de débit. Ils votent avec du plastique. C'est-à-dire, ils veulent faire des choix qui donnent un sens à leur consommation. 65 veulent acheter davantage de produits locaux. C'est encore plus vrai au Québec, mais partout ailleurs au Canada, cet élan-là vers l'achat local, parce que c'est un choix qui est plus responsable aussi, c'est très important dans la vie des jeunes. 27 veulent faire affaire avec des entreprises qui sont éco-responsables seulement. 42 refusent d'acheter du fast fashion, c'est-à-dire cette mode-là qui, au niveau environnemental, mais au niveau social, n'est pas nécessairement un choix responsable. De plus en plus, ils décident de dire non à ce type de consommation-là. Ce que ça veut dire, c'est que les considérations éthiques qu'ils ont pour leur propre consommation, ils vont les transposer vers les marques qu'ils consomment. Autrement dit, ils vont vouloir que vous, les institutions financières, et vous, les marques avec lesquelles ils vont avoir à transiger, démontriez que votre rapport à la communauté est de plus en plus étroit et que vous contribuez mieux et de plus en plus à cette communauté-là en posant des gestes de plus en plus responsables en tant qu'entreprise. Et ça, ils mettent la barre relativement haute parce qu'ils tentent de s'imposer des principes aussi au niveau de leur consommation et se mettent la barre haute pour eux-mêmes. Au niveau de leurs habitudes d'épargne, là, il y a du meilleur et du pire, je dirais, au niveau de ces statistiques-là. On en a discuté ensemble avec Philippe. Moi, quand j'ai vu que seulement 30 des jeunes, et le chiffre n'est pas plus élevé chez les trentenaires, qui pourtant ont souvent de jeunes enfants, un prêt automobile, ils ont une hypothèque à payer, seulement 30 d'entre eux se font un budget mensuel. Philippe me disait, lui, qui est de cette génération-là, ah ben c'est bon, 30 Et moi, je me disais, ben, si je compare ça à la moyenne nationale, où plus de 60 des Canadiens ont un budget sur papier ou dans un fichier qu'ils tentent de respecter. On n'y arrive pas toujours, mais tentent de le respecter. Ce 30 %-là fait un peu peur. C'est peut-être en lien aussi avec leurs compétences ou leur littératie financière, comme Philippe le mentionnait tantôt. 28 économisent pour l'achat d'une propriété, 12 pour l'achat d'une voiture. Ils tentent d'épargner. Ils veulent épargner. Ils aimeraient ça avoir une stratégie qui leur permettrait, une stratégie des petits pas qui leur permettrait d'aller vers l'épargne. Seulement le quart d'entre eux ont des objectifs financiers. Pour avoir une bonne planification financière, il faut avoir des objectifs financiers et s'établir un budget en fonction de ces objectifs-là. Je ne vous apprends rien. Pour ceux qui sont des institutions financières, c'est là où ils ont besoin de conseils. Ils ont besoin que quelqu'un un peu les prenne par la main et les amène vers une saine gestion de leurs finances aussi. 21 des 30 à 39 ans, donc ceux qui sont parmi nos jeunes générations, ceux qui sont les plus un peu casés, si je peux me permettre l'expression, il y en a quand même le quart d'entre eux qui vivent de paye en paye. C'est quand même une statistique qui est inquiétante. Et même s'ils tentent d'épargner, même s'ils ont souvent même déjà une hypothèque, ils n'ont pas l'impression d'être plus riches qu'ils ne le sont. Puis ils ont l'impression de vivre une certaine instabilité financière. Et moi, j'irais même plus loin. On sait que c'est des générations qui sont très éprouvées au niveau de l'anxiété, du sentiment d'anxiété, mais il y a une anxiété financière auprès des jeunes québécois et canadiens. Donc, vous dire que quand ils entrent dans une succursale pour parler à un conseiller, il y en a plus d'un sur deux qui en ce moment vit de l'anxiété. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le ressentir, il faut adapter son discours à ce contexte-là aussi. Philippe, tu contribueras parce que tu en as déjà parlé dans plus tôt quand tu parlais de ces générations-là en les décrivant. Il va y avoir des changements de trajectoire à cause de la COVID. Une crise économique a tendance à avoir cet effet-là. Et la crise de 2008, comme tu le mentionnais, a eu cet effet-là. Même la crise de 91 à 93 aussi. Il y en a comme moi qui sont un peu cachés à l'université parce qu'on avait l'impression que les perspectives d'emploi étaient un peu plus bouchées. Les plus jeunes, les 13-24 ans, vont prendre des nouvelles décisions. Ils vont tenter de réduire leurs achats non essentiels. Ils vivent des pertes d'emploi, Philippe le mentionnait tantôt, ce qui va peut-être occasionner des changements de trajectoire. Soit qu'ils vont demeurer dans leur parcours scolaire ou y retourner,
ce qui va aussi affecter leur plan de carrière. S'ils vont dire, ben, je vais plutôt commencer ma carrière plus tard pour aller faire un certificat, pour aller faire une maîtrise, pour aller, ça aussi, ça va avoir un impact sur leur parcours financier. Chez les 25-39 ans, ben là, c'est quelles sont mes perspectives au niveau d'une certaine accumulation de la richesse à long terme. Est-ce que je fais du surplace pour rembourser quelques dettes avant de faire un emprunt significatif pour une première maison? Donc là, effectivement, il va y avoir des changements de trajectoire à très court terme pour une génération qui va aussi vouloir retarder certains projets. Oui. Vas-y, absolument, vas-y. Quand on regarde dans le sondage dans le sondage de cette année, on a posé la question, est-ce que la COVID-19 va amener des changements de plan de carrière, des plans dans votre parcours scolaire, dans votre parcours professionnel? Et les répondants à plus d'un jeune sur deux disent oui, mon parcours scolaire va être, parmi les gens qui sont à l'école, mon parcours scolaire va être modifié, mes plans vont changer. Même chose au niveau professionnel. Est-ce que c'est une perte d'emploi qui occasionne ça? Probablement, mais c'est aussi des gens qui, comme Christian le disait, l'expression bonne, c'est aller se cacher à l'université le temps que le marché du travail retrouve une certaine santé. Et puis, chez les milléniaux, chez les jeunes vieux, comme je le disais, un peu plus vieux, un peu plus tôt, qu'est-ce qu'on observe? Essentiellement, c'est des projets qui sont retardés à long terme. Avoir des enfants, l'achat d'une première maison est retardé en raison de la COVID, selon eux, et également le mariage, la voiture, donc les achats à long terme, parce que la richesse à long terme ne s'accumule pas. Ils ont de la misère à l'épargner, comme on a vu, mais on voit des projets qui sont retardés, des projets qui sont des projets qui sont on pourrait dire, qualifiés de projets de vie, qui demandent une aide financière, donc les conséquences économiques sont énormes pour la suite. Je rajouterais également chez les milléniaux le fait qu'ils ont vécu la crise de 2008 et les conséquences comme crise certaine stabilité au travail. Ils ont vécu une certaine instabilité dans les années 2009, 2010 jusqu'à 2012, 2013. Ils ont voulu avoir des emplois un peu plus stables. Et là, on observe que malheureusement, ces jeunes-là retrouvent une certaine instabilité qu'ils avaient vécue en 2008. Et on peut s'attendre autant chez les Z que chez les milléniaux une certaine recherche de la stabilité, comme on va en parler plus tard. Parfait. Merci Philippe. Si on fait un bref récapitulatif. Oui, c'est ça. Donc, essentiellement, ce qu'on disait initialement, c'est que c'est une période trouble, c'est une période inquiétante, autant au niveau collectif qu'individuel. Les jeunes ont de la misère financièrement et n'ont pas la pression que la prochaine année va déboucher sur de grandes avancées économiques au côté personnel et collectif. On le disait, beaucoup de jeunes ont vécu des pertes d'emploi, des pertes de revenus. C'est différent selon les générations. Chez les plus jeunes, c'est souvent des pertes d'emploi. Chez les plus vieux, c'est souvent des pertes de revenus. Et également, le troisième point, c'est surtout un délai pour les gens qui sortent de l'université, pour la génération Z, surtout un délai sur leur entrée du marché du travail. Si on parle d'un délai sur leur entrée du marché du travail, c'est un délai pour la richesse à long terme, c'est un délai pour l'achat d'une maison, c'est un délai pour tous les aspects de la vie quand le marché du travail est un peu le baromètre pour, disons, commencer sa vie. Ben, il y a d'autres effets aussi, comme on l'a mentionné tantôt. Ils ont de la difficulté à épargner et aussi, on a des données beaucoup plus détaillées dans le rapport sur comment ils tentent de réduire leur niveau d'endettement aussi. On le sait, leur dette étudiante est plus élevée que les générations précédentes aussi. Comment ces changements de trajectoire-là vont avoir un impact sur leurs objectifs financiers. Même, on le voyait tout à l'heure, ils n'ont pas beaucoup d'objectifs financiers. Un peu, ils vivotent en ce moment. Et c'est là où ils ont besoin, encore une fois, d'un guide. Ils sont à la recherche d'une certaine stabilité parce qu'ils vivent une période d'incertitude financière, un stress financier, une anxiété financière qui a été un peu décuplée par... on parlait de ce phénomène-là avant même la COVID, dans nos 2 années précédentes de l'étude aussi, Philippe. Et puis là, on ajoute cet élément-là, ce déclencheur-là. Donc, encore une fois, c'est une génération qui va avoir besoin d'un guide important dans leur vie et plus jamais, ou plus qu'à n'importe quel moment auparavant, les institutions financières devront jouer un rôle important auprès de ces jeunes Canadiens. On va maintenant aller vers une période de questions. Je vois que déjà, il y a une question ici. Diriez-vous que l'éthique des jeunes est plus forte que pour les générations précédentes? Je ne sais pas si Philippe, tu veux... Ce qu'on observe, c'est que les grandes tendances que les jeunes
vont percoler, vont emmener dans l'espace public, sont suivis par les plus vieux. On peut observer ça également au niveau environnemental. La sensibilisation des plus vieux, c'est faite par une sensibilisation des plus jeunes. Donc, moi, je ne serais pas surpris que cette éthique-là, chez les plus vieux, soit suivie parce que les jeunes dictent les tendances, les prochaines tendances de consommation. Oui. Ben, en fait, moi, je l'ai souvent dit, l'importance des milléniaux à cause de leur taille en termes de cohorte, en termes de nombre au Canada, fait qu'ils ont une influence sur les générations qui les précèdent, un peu comme les baby boomers dans les années 60, ont beaucoup influencé la génération qui suit. Là, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire c'est les jeunes qui influencent les plus vieux. La plupart des tendances au niveau de la consommation responsable débutent chez les plus jeunes et par la suite deviennent des tendances qui touche l'ensemble de la population. Donc, c'est un peu eux qui démarrent ces tendances-là, qui sont adoptées par les générations précédentes par la suite, notamment la génération X, qui est beaucoup influencée par les milléniaux. Quelqu'un demande aussi, est-ce que les institutions financières sont réellement les personnes adéquates pour aider les jeunes avec leurs finances? À mon sens, cette personne nous dit aussi que les statistiques démontrent un manque de confiance envers les institutions financières. Moi, je ne le sais pas. En fait, le rôle est en partie comblé par leurs parents pour l'instant. Mais encore une fois, le parent n'est pas toujours le meilleur guide. Je pense que ça prend une personne qui est un peu plus objective face à leur situation financière aussi. Et ce rôle-là, je pense, pourrait être joué par les institutions financières si le discours est le bon et si l'approche est la bonne. Il ne faudrait pas que ces jeunes-là se sentent un peu intimidés par l'institution financière ou sentent qu'elle est jugée parce que c'est l'état de ses finances publiques. Tu sais, qu'on lui dit, ben, pourtant, tu gagnes un bon salaire. Comment ça, tu as de la difficulté à joindre les deux bouts? C'est pas ce qu'ils veulent entendre. Donc, je pense qu'il y a beaucoup dans le ton, dans la façon, dans l'approche aussi. Et même, puis les institutions financières ont beaucoup changé. D'avant ça, il y avait une espèce de comptoir, puis derrière, il y avait comme une distance entre le client et l'institution financière. Il faut que ces institutions-là trouvent une façon dans l'organisation de leurs services pour plus qu'il y ait de distance. Les jeunes, je pense qu'aujourd'hui, c'est la génération la plus éduquée de l'histoire du monde. Puis au Canada en particulier, le Canada étant le deuxième pays le plus éduqué au monde aussi. Je pense que ce que les jeunes cherchent est un partenaire qui est tout simplement meilleur qu'eux en finance. Et puis, ça pourrait être l'institution financière, selon moi. On a la question également, est-ce que la COVID aura une influence sur la volonté des jeunes à voyager pour les prochaines années? Difficile à dire, c'est difficile de prédire ça va être quoi le comportement des jeunes dans les prochaines années. Ce qu'on sent, par exemple, dans le sondage, c'est qu'il y a une volonté d'un certain retour à la normale. Un certain retour à la normale veut dire des voyages, veut dire une volonté de partir en voyage. Moi, je ne serais pas surpris que dès que la situation sanitaire le permette, il y ait un certain boom en termes de voyage parce qu'il y a un désir de revenir à la normale qui est partagé par toutes les générations d'ailleurs. C'est pas un fait générationnel ou un fait qui appartient aux jeunes générations, c'est un fait qui appartient à toutes les générations. Donc, il y a d'avoir un certain retour à la normale. Voilà. Oui. En fait, les données pour 2021 risquent de ressembler à 2022 dans un sondage récent qu'on faisait sur les intentions de consommation en 2021. Même chez les jeunes, le voyage à l'étranger pour 2021 n'est pas nécessairement dans les cartons. Ils vont vouloir y retourner, c'est sûr. Là où il y a eu une explosion, on l'a vu en 2020, si vous essayez au mois de juin de vous trouver une planche à pagaie à Montréal, bonne chance. Donc, c'est toute l'espèce de boom du plein air qu'on a connu en 2020. C'est beaucoup un peu l'idée par la génération des trentenaires aussi. Il faudrait s'attendre à ce que 2021 soit encore une année assez fantastique. C'est une génération qui est très active. Donc, si vous êtes dans le domaine du plein air, 2021 devrait être une bonne année pour vous, comme l'a été 2020 aussi d'ailleurs. Quelqu'un demande aussi, les planificateurs financiers indépendants seraient-ils de meilleurs guides pour que les institutions financières? Ça, c'est une réponse qui va peut-être un peu au-delà de mon expertise. En fait, je le sais pas. Mais encore une fois, il y a un besoin qui est à combler chez cette jeune génération-là. Puis, à vous tous de définir quelles sont les meilleures stratégies pour y arriver, mais il y a certainement un besoin important. Est-ce que l'entrepreneuriat chez les jeunes pourrait être amené à chuter à cause de l'instabilité financière? On en a beaucoup parlé de la génération de l'entrepreneuriat. Philippe, vas-y.
Oui, ben nous, ce qu'on observait, c'est que dans les, disons, les 5 dernières années, il y a une volonté des jeunes à entreprendre davantage. Puis on regardait l'évolution des âges chez les 18-34 ans, il y a 5 ans, donc un peu la génération des milléniaux présentement. Il y avait une volonté qui était environ à 40 d'un jour commencer à démarrer sa propre entreprise ou également devenir un travailleur autonome, ce qui était un travail à son compte, disons. Est-ce que l'instabilité financière risque d'influencer ça? Moi, je le crois. Je pense qu'on observait que les jeunes qui voulaient entreprendre davantage, c'était des jeunes qui étaient un peu plus aisés financièrement. Donc, est-ce que par ce constat-là qu'on a fait dans le passé, est-ce qu'on peut conclure qu'à cause de l'instabilité financière, il y aura un taux d'entrepreneurs un peu moins élevé dans les prochaines années? On verra. On peut pas prédire le futur. Mais ce qu'on voit, c'est essentiellement, c'est si on regarde la tendance, c'est sûr que financièrement, des jeunes qui avaient un peu plus de moyens, c'était eux qui entreprenaient. Oui. Quelqu'un, il va plus, je pense, d'un commentaire d'une question qui dit je fais partie de la génération milléniale, j'ai tenté d'aller consulter un conseiller financier à ma banque et clairement, on ne m'a pas pris au sérieux parce que mes revenus n'étaient pas assez conséquents. Encore une fois, c'est toujours une question d'approche. Étant donné que la relation avec une institution financière est à long terme, si on fait un X sur une personne de 28 ou 29 ans parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas des revenus assez intéressants, elle ne reviendra plus jamais. Ariel Lévesque demande si on a des éléments en lien avec la technologie, les jeunes, une fatigue, une accélération. On a je pense que c'est le plus gros segment de l'étude qui est sur qu'on a appelé le bien-être numérique, qui évalue leur habitude numérique, leur bien-être numérique essentiellement, leur anxiété, leur dépression. C'est un thème qui revient année après année. Cette année, on a décidé de le faire beaucoup plus large, comprendre les dessous des réseaux sociaux, c'est quoi les impacts positifs. Il ne faut pas négliger les impacts positifs des médias sociaux et négatifs. Est-ce qu'ils ont bien-être numérique, leur habitude, leur anxiété, leur dépression, comme je le disais. Également, on fait, à ce titre-là, on fait un webinaire expressément, un peu comme on le fait aujourd'hui sur les finances personnelles, sur le bien-être numérique, sur les technologies, sur les conséquences de la technologie sur les jeunes générations au mois de janvier. La date, je me souviens plus la date exactement, mais c'est au début du mois de janvier, une présentation en collaboration avec l'agence Le Ciel, qui est une agence, une nouvelle au BNL, qui s'intéresse au bien-être numérique des jeunes. Et donc, il y aura une présentation expressément là-dessus. Environ 20 à 25 a besoin d'aide, loyer, hypothèque, facture. Est-ce qu'on peut conclure que 75 à 80 n'ont pas besoin d'aide ou étaient des neutres? En fait, tu peux y répondre. Donc, la réponse étant que nous, on a décidé parce qu'il y a beaucoup de jeunes que la situation ne s'applique pas. Quand on parle d'une hypothèque chez les 13 à 25 ans, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont accès à la propriété, donc l'hypothèque ne s'applique pas à leur situation. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a on a pondéré selon le nombre de personnes qui disaient que ça s'appliquait à cette situation-là. Donc, oui, on peut conclure que si par exemple, c'est 25 des jeunes qui disent qu'ils ont eu besoin d'aide pour un loyer, bien, 75 disent n'avoir pas besoin d'aide. C'est qu'est-ce qu'on peut conclure? Dans ces questions-là, des fois, il peut y avoir un certain biais. Les jeunes qui ne peuvent pas avouer, par exemple, qu'ils ont eu besoin d'aide parce que des fois, c'est plus, il y a pas quelque chose d'honteux, mais il y a quelque chose de plus gênant de dire qu'ils ont eu besoin d'aide. Oui. Il y avait une autre statistique qui fait partie du rapport final, mais il y a plus de 80 des jeunes qui disent si j'avais un problème financier, il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aider. Donc aussi, autant il y en a qui ont besoin d'une certaine aide financière ou ils sont conscients que cette aide-là existe dans leur entourage, ce qui est peut-être aussi rassurant pour eux. Mais encore une fois, la question est intéressante parce que si, par exemple, 25 des jeunes ont de la difficulté avec leur loyer, ça veut quand même dire que la majorité sont en mesure de faire face à leur paiement quand même. Donc, la situation n'est pas tout noir. Nous, ce qu'on regardait, c'est qu'un jeune locataire sur 4 qui demande l'aide de papa ou maman, dans la plupart des cas, pour payer le loyer, c'est quand même une situation qui est un peu tragique dans la vie d'un jeune adulte. C'est pas ce qu'il souhaite avoir recours à cette aide-là. Donc, on trouvait quand même que le chiffre était élevé, malgré le fait qu'encore une fois, comme vous le mentionnez, la majorité se trouve quand même en mesure là, de s'acquitter de leur paiement mensuel. Et on va prendre une dernière question.
Est-ce que c'est la volonté des jeunes de consommer plus éthiquement se traduit par des actes concrets ou des changements dans les habitudes de consommation ou est-ce que ça demeure une volonté? Nous, on observe vraiment qu'il y a eu des changements, selon les dires des jeunes, selon les dires des jeunes générations, ils veulent incarner le changement. C'est-à-dire que quand on leur demande est-ce qu'ils veulent réduire, par exemple, leur fast fashion, est-ce qu'ils ont diminué, par exemple, leur consommation de viande, par exemple, parce qu'ils trouvent que c'était éthiquement responsable de ne moins consommer de viande, de moins consommer du fast fashion, par exemple, ben, ils disent oui, il y a eu des changements. Quand on leur demande s'ils pratiquent des actions zéro déchet, ben, une majorité, environ un jeune sur trois, disent oui, on pratique des actions zéro déchet. Donc, je pense bien que les jeunes incarnent beaucoup plus ce changement en termes de comportement, en termes de mode de vie, en termes éthiques que les autres générations pouvaient dire. Oui. Il y a plusieurs obstacles aussi qui se posent à leur capacité de faire ce qu'ils souhaitent faire au niveau de l'achat responsable. Souvent, le prix va être un obstacle ou même souvent le principal obstacle à leur capacité à le faire. Ils le souhaiteraient, mais ils n'y arrivent pas. C'est pour ça que des fois, il y a certaines des tendances qu'on voit émerger qui demeurent, je dirais pas marginales parce que ça l'est pas tant que ça, mais le taux d'adoption de ces nouvelles tendances-là n'est pas assez rapide, souvent à cause de considérations de nature financière. Une des seules exceptions à ça, ça va être l'achat local. Il y a toujours une volonté d'acheter local. Par exemple, les barrières que Christian énumérait, ils sont vécus pour l'achat local. Et bien souvent, on voit une volonté qui se traduit rarement par des actions concrètes. Et même cette année, on a parlé beaucoup d'achat local. Est-ce que cette tendance-là va continuer dans le futur? Personnellement, regarder les résultats de sondage des dernières années, ça m'étonnerait. On pourrait arrêter ici. Quelques informations rapidement pour la fin. Vous allez recevoir par courriel un enregistrement de la vidéo. Donc, pas besoin de nous demander. On va vous l'envoyer à tous les participants, un enregistrement de la vidéo de la conférence qu'on a fait aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire aux 2 autres webinaires qui restent. Les informations sont sur notre site Internet. Un webinaire d'abord sur l'anxiété, la santé mentale, le bien-être numérique, comme je vous l'ai dit plus tôt, et aussi un webinaire sur les habitudes des influenceurs. Donc, c'est la première étude de cas où les G sont directement les influenceurs pour connaître leurs meilleures pratiques, les influenceurs, les créateurs de contenu. C'est la première fois que ça se fait également au Québec et au Canada, une première étude auprès des influenceurs, pas auprès de la population générale, mais auprès des influenceurs directement pour savoir essentiellement c'est quoi leur expérience avec les entreprises en termes de partenariat, leurs revenus, leurs objectifs. Donc vraiment, c'est la première fois qu'on sonde les influenceurs. On est très heureux, on est très excités de recevoir les résultats et de les analyser. Également, au début 2021, vous allez recevoir le rapport gratuit par courriel au courant du mois de janvier, le rapport jeunesse par courriel à tous ceux qui étaient inscrits. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir été présents. Les prochains webinaires se passeront en janvier. Vous pouvez vous inscrire encore dans les prochains jours. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. On espère avoir répondu à vos questions. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par courriel, l'adresse info est toujours disponible. On va répondre à vos questions, à vos interrogations. Donc, au nom de Christian, au nom de Léger, on vous remercie d'avoir été là. Merci. Bonne journée tout le monde.